Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH et emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise au programme aujourd'hui. Bien dans son job, on se pose cette question. Y a-t-il encore une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle? On en parle avec une chercheuse, Cécile Jarleton. Elle nous parlera de cette notion de frontière. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise engagée sur le chemin de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on recevra Linksys Group. Ils embauchent, on en parlera évidemment avec la responsable recrutement. Et puis dans le cercle RH, un sujet d'actualité, la question du pouvoir d'achat. Il est au cœur de cette campagne présidentielle. On va parler du partage de la valeur en entreprise, participation, intéressement, c'est dans l'actualité évidemment. On fera le point avec des experts de ce dossier. Puis fenêtre sur l'emploi, raconter son expérience d'alternant, mais en le faisant sur scène, en faisant du théâtre. On en parlera évidemment, c'est une expérience unique. C'est ce que propose Apprenti-Scène et vous verrez d'ailleurs quelques extraits de ces moments, de ces tranches de vie. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va revenir à un sujet dont on a beaucoup parlé pendant la saison précédente évidemment, l'influence de ce confinement sur vos modes de travail et aussi donc sur vos modes de vie. On en parle avec Cécile Jarleton. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes, c'est un vrai plaisir, doctorante en psychologie du travail, vous êtes par ailleurs enseignante. Ce doctorat, vous le faites pour le Lab RH. Merci d'être là. Alors vous travaillez sur plusieurs sujets, sur l'intelligence émotionnelle, mais aussi, et ça c'est un sujet qui nous passionne, sur cette notion de frontière. En tant que chercheuse, donc praticienne, quand vous avez vu cette crise Covid, vous vous êtes dit mais c'est un champ d'investigation incroyable. C'est en train de bouleverser ce qui auparavant était assez classique, c'est-à-dire qu'on prenait sa voiture, son vélo, sa moto, son métro, on retirait son manteau, on le mettait sur le siège, puis un soir, vers 17h, on prenait le manteau, puis on partait. Ça c'était classique, c'était le monde du travail classique. Et puis la crise Covid a tout bouleversé. Pour vous, est-ce qu'il existe encore cette frontière entre le perso et le professionnel? Tout à fait. Je dois dire que même avant la crise Covid, les questions de conciliation vie pro, vie perso avaient déjà un petit peu amené le sujet. J'ai noirci, j'ai synthétisé. Mais la prise de conscience n'était pas totale. Et là, heureusement ou malheureusement, en tout cas, les restrictions et le confinement ont fait que beaucoup de personnes se sont trouvées à travailler depuis chez elles. Et donc, effectivement, la frontière entre la sphère personnelle, la sphère professionnelle, mais aussi la sphère intime, etc., s'est vue brouillée. Et effectivement, c'est plutôt une prise de conscience parce que ces frontières, elles existaient déjà avant. En tout cas, elles étaient nécessaires déjà avant. Sauf que là, c'est devenu un peu indispensable et tout le monde s'est mis à se pencher sur la question et à savoir comment on fait, de quoi il s'agit, etc. Tout le monde, c'est-à-dire des chercheurs comme vous, je précise que vous êtes psychologue de formation. Vous ne venez pas, je dirais, du corporate, de l'entreprise. Vous venez de la psychologie. À travers la fenêtre d'une psychologue qui prépare son doctorat, ça dit quoi de la relation au travail? Qu'est-ce que ça modifie dans sa relation au travail? Alors, exemple basique, encore une fois, je vais être synthétique, mais on a pu travailler en pyjama, dans des conditions parfois baroques. On a pu travailler des toilettes, qui est le lieu de la pause, puisque vous évoquez tous les lieux de pause, les toilettes en fait partie. C'est quand même un bouleversement radical, ça. Tout à fait. On n'a jamais vu un changement aussi important. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que encore une fois, on prend conscience aujourd'hui de quelque chose qui était déjà le cas avant, en gestation, qui était nécessaire avant. Et je dirais que je pense qu'on a tous et toutes expérimenté le fameux pyjama devant Skype, la fameuse réunion ou écrire des mails à des endroits incongrus ou pas, là où on en est habitué, etc. Dont j'évoquais le lieu tout à l'heure. Et finalement, ça a des conséquences sur le travail et de la même manière sur des choses dont on parlait déjà avant, notamment la performance, la concentration, la conciliation vie pro-vie perso, mais aussi la gestion du stress. Est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça a ces conséquences? Mais évidemment, parce que j'allais même dire qu'en front renversé, certains patrons et dirigeants en septembre ont dit tout le monde revient dans l'entreprise. Et je suis persuadé que vous allez me dire l'inverse, parce que ça a fait beaucoup de bien finalement à la relation au travail et à la performance. Je me trompe ou pas? Oui et non. Oui et non, tout dépend comment on a pris les choses. À l'issue de cette prise de conscience, en fait, il y a des personnes qui ont mis en place des choses assez naturellement, d'autres moins naturellement. C'est-à-dire organiser des choses. Exactement. Et c'est là où je voudrais en venir, puisque quand on parle de frontières, je voudrais tout de suite clarifier de quoi on parle. Et pour ça, je vous propose d'imaginer un mur. Si vous voulez distinguer
2 zones de ce mur, je vous propose 2 solutions. La première, c'est de tracer une ligne. La seconde, c'est de peindre la moitié du mur, peut-être la partie droite, en gris, d'une autre couleur de la première partie qui serait en blanc. 2 parties distinctes. Voilà. Et là, vous avez tout compris aux frontières. Il y a une question de contraste et ou une question de limite. Dans votre vie quotidienne, ça veut dire qu'il y a une question d'espace, de temps, mais aussi de manière de s'habiller, de se comporter. Tout ça crée du contraste. Plus le contraste est important, plus la frontière est claire. Et en termes de lignes, eh bien, l'équivalent, ce sont ce qu'on appelle les rituels. Par exemple, les transports, c'est un rituel bien malgré nous que nous empruntons. Mais c'est un rituel tous les jours. De décompression ou de concentration? Tout à fait, qui peut constituer une sortie d'une sphère, une entrée dans une autre sphère. Mais je vais vous en proposer d'autres. Le fait de prendre un thé, le fait de faire une petite chorégraphie avant d'aller travailler ou avant de passer à une tâche plus personnelle, etc. Ce sont autant de rituels naturels ou que l'on crée et qui permettent de créer des frontières. Donc là, ce sont vraiment la base de ce que sont les frontières. Donc ce qu'on appelle, là, dans le terme que vous utilisez, de frontières, que tout le monde connaît, ce mot est connu de tous, c'est une forme de sas, de décompression ou de préparation. C'est un moment d'entre-deux, cette frontière. C'est le soin de la transition. C'est ça. C'est le soin de la transition. Et le soin qu'on y met va nous permettre d'être plus immergés et donc plus concentrés dans ce que l'on est en train de faire, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Donc ça répond à une partie de la question que je vous posais, ça a été bon pour la performance. De ce point de vue-là, quand on a réussi à s'organiser. Ça a pu être bon pour la performance lorsqu'on a pris conscience et qu'on s'est organisé en conséquence. Si on est resté en pyjama toute la journée, tout le temps, on a travaillé là où on mange, là où on a des conversations avec ses amis, etc. Comme vous le disiez, c'est mou, c'est lisse. Et c'est mauvais, ça, la psychologue doit avoir... Exactement. On pourrait reprendre la phrase assez connue, quand on fait tout à la fois, on ne fait rien en particulier. Et donc là, on voit arriver le stress, le manque de concentration, parfois le manque de motivation, les difficultés à concilier les différents temps de vie, etc. Et est-ce qu'il y a des conseils à donner? Parce qu'on est entré dans cette période, alors on n'est plus dans le confinement qu'on évoquait, c'est-à-dire on accroche l'ordinateur comme on peut, l'entreprise vous appelle en stress, ça c'était la première partie. Là on est dans des accords télétravail, les choses s'organisent, on vient 2 jours, on vient 3 jours, donc les choses peuvent se border. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers d'accompagnement, même psychologique? Est-ce qu'il faut se créer des rituels quand on n'en a pas? Est-ce qu'il faut s'obliger, par exemple, à s'habiller comme si on partait au travail? Est-ce qu'il y a des obligations, je dirais presque éthiques, qu'on doit s'imposer pour rester dans le game, pour utiliser un mot jeune? Oui, on pourrait parler d'hygiène de vie en termes de frontières aussi, par exemple, et vous avez plutôt des bonnes idées. Moi, j'invite tout le monde à créer ses propres frontières et à à se les approprier, à les maîtriser. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, je le disais, la prise de conscience. Ensuite, le fait que quand on les maîtrise et quand on en a conscience, on peut être souple avec ses frontières. Le monde change et vraiment, s'il y a quelque chose que la Covid a encore davantage accentué, c'est cette imprévisibilité, l'incertitude permanente. Et donc, pour nos frontières, il s'agit qu'elles soient à la fois solides, fermes, et en même temps très 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 souple. Qu'on adapte. Le monde change. Donc il s'agit vraiment de connaître ces frontières, de savoir comment elles sont, où elles sont, qu'est-ce qui est important pour vous, pour pouvoir jouer avec, quels que soient les changements qui vont opérer dans votre vie professionnelle, personnelle, etc. Donc on se fixe des cadres, mais les murs sont assez souples. Exactement. On est d'accord. Le mur existe, mais on peut le faire bouger. On n'est pas cloison mobile à son mur. Exactement. La suite, vous qui finalement à la fois expertisez, puisqu'il y a une forme d'expertise, j'imagine. Alors comment on fait d'ailleurs quand on est psychologue et pour avoir tous ces exemples que vous nous apportez aujourd'hui dans l'émission? Vous allez sur place, vous asseyez sur un canapé pour voir comment quelqu'un fonctionne. Comment on fait? Vous mettez une caméra? Comment ça fonctionne? Comment on observe finalement un prototype télétravailleur? Comment ça se passe? Alors, moi, je travaille avec des questionnaires et des entretiens. D'accord, c'est sur questionnaire. Des outils classiques de la recherche et des entretiens. Et puis ensuite, avec mon œil d'experte, c'est vrai qu'en entendant même des personnes hors du cadre de mon travail me parler de leur vie ou voir quelles sont leurs difficultés, parfois je suis capable de dire, oui, mais en fait, là, tu t'habilles toujours de la même manière. Ça va pas. Essaye. Ou change de tasse, le soir et le matin, ce ne sera pas la même et peut-être que tu passeras une autre tâche. Là, je m'adresse à la psychologue. Alors, vous êtes doctorante, vous vous intéressez aux questions du travail, mais il y a des gens qui étaient plus prêts à accepter cette situation nouvelle, d'incertitude, puis d'autres qui se sont retrouvés en situation de grande fragilité. Vous avez une répartition, vous les voyez, ces personnes? Il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, puis ceux qui n'ont pas réussi quand même. C'est difficile pour ceux-là.
je pense que cette capacité d'adaptation, on a plus ou moins de prédisposition à s'adapter. Les personnes qui avaient probablement de bonnes frontières avant les ont, et de manière souple, les ont transposées, c'est-à-dire, ok, je change d'environnement, maintenant c'est le télétravail, mais j'avais déjà des frontières, donc je les reproduis. Il y a des personnes qui avaient des frontières plutôt à l'extérieur, il y a des personnes qui sont plutôt des personnes de lieu et d'autres des personnes de temps, donc c'est plutôt les horaires ou plutôt le lieu, etc. Et donc, en fait, je dirais que je ne saurais pas vous dire à peu près une proportion de personnes. En revanche, je vois bien que oui, il y a des prédispositions et il y a un rapport aux frontières qui est plus ou moins favorable par les temps qui courent, et notamment tous les rituels qu'on peut garder sur soi. Par exemple, j'écoute un podcast, une émission avant d'aller travailler, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reproduire même quand tout change autour. Qu'on écoutait parfois dans le métro, dans le train, qui était le moment où on savait que c'était le moment vers le travail, où on quittait la vie de famille. Là, en l'occurrence, ça n'existe plus, c'est-à-dire que les enfants partent à l'école et on reste sur son lieu. Donc il faut effectivement soit nettoyer la cuisine, faire quelque chose pour... Je ne sais pas, il y a aussi une question de la propreté du nettoyage, non? C'est un élément qui ressort. Tout à fait. Ça peut tout à fait être un on déblaye, quoi. Et puis, je pense à autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui le vivent peut-être plus mal que d'autres. Mais oui. Ces personnes, ce sont aussi peut-être celles qui ont le plus niveau d'exigence, enfin qui souhaitent être le plus concentrées, parce que je vois aussi beaucoup se développer des personnes qui ne sentent pas qu'elles manquent de frontières, mais qui le soir sont épuisées, sont stressées et manquent de satisfaction dans leur travail. Les frontières, ça permet d'être concentré. Donc ça permet de finir une tâche, et on sait que l'un des facteurs de stress importants aujourd'hui dans la vie professionnelle, c'est le fait d'être interrompu, c'est le fait de ne pas finir ce que je fais, de ne pas y trouver de sens, donc une finalité. Donc quelque part, je dirais que parfois, ce n'est pas les personnes qui ont l'air les plus en souffrance qui, au final, le sont réellement à la fin. En 20 secondes, Cécile Jarleton, c'est bien le télétravail pour le travail ou pas? C'est une chose formidable, c'est une révolution. Alors parfois on dit révolution formidable. Comment vous la regardez, cette révolution? C'est bien parce que ça offre du choix. C'est bien tant que c'est accompagné. Maintenant, je dirais que, et en tant que psychologue, j'en reviens toujours à la même chose, l'être humain est fondamentalement social. Nous sommes des personnes, on a besoin des autres. Le télétravail, ça peut isoler. Donc c'est bien à condition de nourrir nos besoins affectifs et relationnels, et de quand même avoir une équipe, des amis, une famille, etc. Ne pas se couper du monde. Exactement. Et n'oubliez pas le cadre, mais des murs souples dans lesquels vous allez pouvoir les faire bouger sans contrainte, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a des cadres trop rigides. Exactement. Ça peut créer aussi des frustrations de se dire, bah tiens, à 10h, je n'ai pas pu faire mon podcast, bah vous le ferez à 10h30 et ça se passera très bien. Cécile Jarleton, merci d'être venue nous éclairer sur un sujet dont on ne parle pas assez, c'est ce rapport à la psychologie, aux habitudes liées à ces nouveaux modes de travail, doctorante en psychologie au LabRH et puis enseignante par ailleurs, puis vous travaillez, alors vous en parlerez un autre jour, sur l'intelligence émotionnelle. Avec grand plaisir. Le lien entre les activités sportives, entre autres, et ce que ça peut apporter à vous qui êtes des collaborateurs. C'est un plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est un jeune, une solution, notre partenaire, une entreprise. Vous connaissez évidemment notre rubrique hebdomadaire, une entreprise qui s'engage sur le chemin de l'emploi, et on l'accueille tout de suite. Un jeune, une solution et une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi grâce, rappelons-le, à cette plateforme. Plus de 6 millions de visiteurs sur la plateforme Un jeune, une solution, qui offre d'ailleurs des possibilités de choix évidemment très très importantes. Pas seulement des emplois, mais des stages, des alternances, et puis aussi le système et le dispositif de droit civique mis en place par le gouvernement, le service civique. Je cherchais mes mots. On a une entreprise aujourd'hui qui s'engage pour l'emploi et nous avons Lisiane là-haut. Bonjour Lisiane. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Chaque semaine, une entreprise vient se présenter, évidemment, parce que parfois, on ne connaît pas la marque de l'entreprise. Responsable recrutement chez l'X6 Group. C'est ça. Créée en 88, entreprise, je dirais, en back-office qu'on ne connaît pas, mais qui a un rôle très important dans tout ce qui est les produits agroalimentaires, la fabrication de biens d'équipement qui sont très utiles pour des grandes entreprises et des grandes enseignes. C'est ça. Concrètement, le choix d'un jeune, une solution, le choix d'embaucher, et puis on aura le détail évidemment des recrutements dans quelques instants. Pourquoi ce choix d'abord, Lisiane ? C'est le choix de l'avenir, évidemment. On est sur un métier effectivement industriel d'excellence de notre côté. Notre métier, c'est de concevoir, de fabriquer, d'installer, de suivre les équipements chez nos clients industriels qui, comme vous le disiez, sont des grands comptes.
On est à la recherche de l'excellence à tout niveau. Donc bien entendu, notre cible, c'est aussi des profils expérimentés, mais ça a du sens pour nous, en fait, concrètement, d'accueillir des jeunes dans nos entreprises pour transmettre notre savoir-faire et associer effectivement à l'avenir des personnes qui n'ont pas encore les compétences qu'on recherche, mais avec qui on peut faire un petit bout de chemin, grâce notamment à des solutions comme le tutorat en interne, qui permettent justement d'avoir des compétences un peu manquantes, mais de pouvoir intégrer des gens qui sont en devenir. Lisiane, quelques mots quand même sur l'entreprise dont vous représentez aujourd'hui en matière de recrutement. Vous êtes basé en France, mais aussi aux États-Unis. Vous avez un maillage très important. Dites-nous un peu la carte. C'est intéressant aussi pour donner envie aux futures personnes qui vont cliquer sur votre onglet recrutement. Avec plaisir. Linksys Group, c'est 1000 personnes à peu près qui sont effectivement réparties dans le monde entier. On a 2 sociétés en France plus particulièrement. Une qui est en région centre, qui est basée à Riant, et l'autre qui est en Vendée, qui est basée à Saint-Hilaire-de-Loulay. Mais effectivement, comme vous le notiez, on a aussi des sociétés au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. Et notre choix en fait de groupe, c'est d'acheter des sociétés qui sont chacune déjà excellentes dans leur propre domaine et qui se complètent les unes les autres. On travaille beaucoup en synergie pour nos clients. C'est vraiment notre fer de lance et du coup, ça a du sens d'avoir des personnes qui ont des compétences linguistiques chez nous, même sur des métiers techniques. Donc, on est dans un fonctionnement aujourd'hui de plus en plus en synergie. On a des collègues étrangers, même quand on travaille dans les sociétés françaises. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est aussi une société française, on l'entend, mais internationale, à vocation internationale et qui, par le rachat d'entreprises en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, s'est développée. Rentrons dans le vif du sujet parce que vous avez des postes à pourvoir. Oui. Dites-nous combien de postes et quels sont les postes. Alors, il y a plusieurs profils et plusieurs sites, puisque vous évoquiez tout à l'heure le site de Riant qui se trouve près de Bourges, me semble-t-il. Oui. Voilà, donnez-nous la liste et puis le nombre de personnes à recruter. Il y a le court terme déjà que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est-à-dire ce sont des recrutements qui sont ouverts, donc qui sont vraiment visibles en ligne pour les personnes qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas à aller regarder notre page carrière. Donc concrètement, on a des postes notamment autour de l'activité de production. Je pense effectivement au site de Riant, donc qui est à côté de Bourges, pour lequel nous recherchons une personne dans le cadre d'un CDI sur une fonction de montage câblage. Donc chez nous, ce sont des électromécaniciens. Il faut retenir qu'on n'a pas de poste d'opérateur dans nos univers. On est vraiment sur des fonctions de techniciens qui se rapprochent quasiment de la maintenance, même en production. Donc on a ce premier poste qui est ouvert en CDI et sur lequel on peut tout à fait accueillir de nouvelles personnes, y compris des personnes qui ont 2-3 ans d'expérience sans aucun souci, qui peuvent avoir validé un bac pro, voire même un CAP BEP avec une belle expérience. Des personnes qui justifient d'une alternance, c'est aussi des personnes qui sont bienvenues parce qu'on sait qu'ils ont déjà une vraie expérience de l'entreprise et qu'ils ont déjà commencé à se professionnaliser comme on le sent nous. Donc ça fait vraiment la différence concrètement. Pour nous, ce ne sont plus des débutants quand ils arrivent avec ce cursus-là. Donc ils sont vraiment les bienvenus. Pour le poste le site de VMI qui est basé en Vendée, nous recrutons aussi sur l'activité production avec un petit plus, c'est que le poste est orienté vers effectivement du montage en atelier, mais avec le plaisir d'aller aussi chez les clients, partout dans le monde, pour suivre l'installation qu'on a déjà prémontée, qu'on a essayé parfois en atelier, et on a le plaisir d'aller voir ce qui se passe chez le client et de l'accompagner jusqu'au bout sur la mise en route. Ça donne beaucoup de sens en fait au poste. Ça aide à professionnaliser très vite, y compris des jeunes professionnels, parce que justement on se rend compte de ce qui se passe chez le client et de ce qui peut poser problème concrètement. Donc c'est hyper formateur. Lisiane, avant de nous quitter quand même sur ces postes-là, alors j'ai vu qu'il y avait aussi un poste de magasinier CDI en logistique qui met à disposition des pièces pour les ateliers. Pour les postes-là, vous évoquiez la langue, elle est obligatoire, c'est-à-dire que dans votre mode de recrutement, il sera obligé quand même que la personne maîtrise l'anglais pour aller au moins voir le client. Alors, c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc, sur les postes, effectivement, par exemple, de VMI, où on est en atelier, la personne peut ne pas maîtriser l'anglais. Ce que je dis souvent, moi, c'est qu'il faut une appétence, par contre. Parce que même si on ne maîtrise pas l'anglais, au bout d'un moment, il va falloir parler un petit peu avec le client. Et donc, si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans 6 mois.
C'est ça, donc il ne faut pas renacler à l'idée de faire une formation ou d'essayer d'aller sur le chemin des langues. Combien de postes au total, Lisiane? Et juste une dernière question, on est bien sur des postes que vous ne cherchez pas, parce qu'on a des entreprises chaque semaine, depuis presque un mois et demi, qui cherchent parfois exclusivement des alternants, ce qui aujourd'hui, dans votre entreprise, n'est pas le cas. On est bien d'accord? Non, on est sur des CDI là, à très court terme. Alors, on embauche aussi des alternants chez nous, des apprentis, des contrats de professionnalisation. C'est le cas dans les 2 sociétés françaises qu'on évoquait à l'instant. Mais là, on parle bien de CDI, donc de personnes qui vont être durablement dans nos équipes. Très très bien. On se résume. Là, on a évoqué 2 postes. Il y a combien de postes au total à pourvoir, Lisiane, avant de nous quitter? Eh bien, j'en ai ajouté un qui est une fonction d'assistanat commercial que vous n'aviez pas en tête, mais qui est un CDD pour l'instant, mais qui pourra effectivement avancer plus chez VMI. Donc là, on serait sur 4 postes aujourd'hui d'ouverts. D'accord, 4 postes, VMI à Saint-Hilaire de Loulay, rappelons-le, ça c'est la Vendée. Et puis j'avais aussi un autre poste qui était autour de la comptabilité fournisseur, ça c'est du côté de Saint-Hilaire aussi. Toujours poste en CDI. Donc la majorité sont en CDI, sauf le poste que vous évoquiez sur l'assistanat commercial qui lui est pour l'instant en CDD. Merci Lisiane Lao d'être venue nous faire un petit coucou. Vous nous parliez d'où d'ailleurs? De Vendée, de Bourges, de Paris? Eh bien, de Nantes. De Nantes, voilà. Le siège de la holding est à Nantes et je passe juste un petit message complémentaire. Ce sont les postes que nous avons aujourd'hui. On recrute régulièrement aussi sur des fonctions d'ingénierie, sur des fonctions aussi commerciales. Donc voilà, tous les talents sont les bienvenus chez nous. Linksy Group avec la possibilité, pas pour tous les postes, attention, je ne vais pas vous faire rêver, de pouvoir aussi partir à l'étranger. J'imagine qu'il peut y avoir aussi ces possibilités-là, ce qui donne aussi un sens, un petit supplément d'âme au poste à pourvoir. Merci Lisiane Lao d'être venue nous rendre visite en visio de Nantes. J'ai eu la mauvaise pioche. De Nantes. Merci, à très très bientôt et bon courage. Avec plaisir. Si vous le voulez bien, et on va s'intéresser dans le cercle RH au débat d'actualité. C'est le débat qui risque évidemment d'être traité dans cette élection présidentielle jusqu'au mois de mars, le pouvoir d'achat, le partage de la valeur en entreprise, évidemment augmentation des prix et puis le débat sur évidemment les salaires et porte sur faut-il les augmenter ou pas. On en parle dans quelques instants, c'est notre débat juste après cette courte pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart. Merci évidemment de nous rejoindre sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité parce que ça s'appelle le partage de la valeur en entreprise. Ça, c'est le mot un peu scientifique. Et puis en fait, tous les jours, depuis presque un mois et demi, vous entendez parler de pouvoir d'achat, de coût de la vie, d'augmentation de salaire. C'est de ça dont on va parler à travers ce terme du partage de la valeur en entreprise. Alors on parlera du général de Gaulle, participation, intéressement, de tous les dispositifs qui existent, qui sont sur la table et qui peuvent permettre aux salariés d'avoir une bonification, des salaires améliorés, mais le sujet devient politique et inflammable, puisqu'il est aussi question de syndicats qui manifestent, de mouvements sociaux, de protestations. Cette question du salaire est posée eu égard évidemment avec l'augmentation des prix et donc évidemment du reste à vivre, puisqu'on parlera sûrement de cette expression qui s'appelle ce qui nous reste à la fin du mois quand les impôts sont passés et qu'on a tout payé, combien reste-t-il dans le porte-monnaie? On en parle avec mes invités. Myriam de Gaudusson, ravie de vous retrouver. Vous êtes avocate en droit social et spécialiste de ces questions entre autres. Merci d'être là. À mes côtés, François Perret. Bonjour François, directeur général de Pacte PME. On en parlera avec vous. Alors vous avez une carrière je dirais classique, puis vous êtes entré dans cette entreprise en quelle année? 2015 2015, c'est ça. Et puis vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation avec 2 autres personnalités, Thibault Langsade et Carole Couvert. Et ambassadeur, il va sans dire que vous n'avez pas un bâtiment avec un chauffeur, avec un courrier diplomatique, mais vous êtes là pour porter la parole sur cette question auprès des entreprises. On vous écoutera dans quelques instants, puis ce livre, pour en finir avec la stagnation économique française, qui était sorti chez l'Harmattan en 2017. Et puis notre dernier invité est en Skype, et on le salue, Rodolphe Delacroix, bonjour. Vous êtes directeur conseil au sein du cabinet RH Alixio. Vous aussi, auteur d'un livre dont le titre est plus cash, si je peux me permettre, Malaise dans les rémunérations. Voilà, il y a un malaise dans les rémunérations. On va en parler évidemment tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a un débat sur participation, intéressement, mais est-ce que le débat d'actualité dans lequel finalement sont plongés les candidats à l'élection présidentielle, c'est le concours Lépine, chaque candidat doit répondre de
Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il est salutaire ce débat finalement et cette polémique dans une campagne présidentielle? Est-ce qu'on peut le traiter, ce sujet, dans une campagne politique inflammable où chacun va aller de sa proposition? Utile ou pas? Écoutez, les fins de mois, c'est toujours un sujet qui concerne à peu près tout le monde. Donc on ne peut pas obérer ce débat sur le pouvoir d'achat. Encore faut-il le poser correctement. Parce que dans le débat sur le pouvoir d'achat, je dirais qu'il y a une réflexion sur les revenus, qu'est-ce que peuvent gagner les Français, et de l'autre côté, une réflexion sur les dépenses. Et on voit bien qu'en ce moment... Le coût de la vie, donc. Donc le coût de la vie, les dépenses obligatoires de logement, de transport, d'énergie. Et on voit bien que c'est l'interaction entre les deux qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Vous en pensez quoi, Myriam de Gaudussian? Vous êtes avocate, vous conseillez, vous accompagnez. Mais on est dans un débat présidentiel où finalement les questions de sécurité et d'immigration sont en train de redescendre au profit de cette question de « je ne gagne pas assez à la fin du mois ». Parce que c'est de ça dont il est question. Pour compléter ce qui vient d'être dit, le débat va être développé en fin d'année sur la question des rémunérations et des salaires. Les dispositifs de rémunération complémentaire, d'épargne salariale, d'actionnariat salarié, les dispositifs existent et ont été développés et parfaits petit à petit. Il va falloir être un peu plus imaginatif aujourd'hui parce que vous trouvez des élections présidentielles, il va falloir trouver des dispositifs peut-être un peu plus élaborés ou en tout cas parler plus et répandre plus cette parole de la nécessité de généraliser l'épargne salariale pour offrir un net en poche, donc net de charges sociales, plus intéressant pour les salariés. Net de charges sociales, vous avez raison, parce qu'il y a quand même un petit débat qui est posé sur on veut bien augmenter les salaires de nos collaborateurs, nos salariés, nos ouvriers, mais en même temps, si tout ça est chargé, s'il y a chargé de cotisations patronales et salariales, beaucoup de chefs d'entreprise disent là on ne peut pas. Débat des restaurateurs, là très récemment, qui ont évoqué quand même, je pose la question d'ailleurs à Rodolphe Delacroix, qui évoquait une augmentation potentielle, c'est l'UMI qui portait cette revendication, de 9%, disant on ne peut pas aller au-delà. Parce qu'évidemment, quand on charge cette augmentation de salaire, on ne s'en sort pas. Il y a un malaise, Rodolphe Delacroix, pour reprendre le titre de votre livre. Est-ce qu'en ce moment, il y a un malaise sur le pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a un sujet là? À l'évidence, oui. Il y a un malaise, mais il y a aussi toujours cette distorsion entre la perception et la réalité. La réalité, c'est qu'avec une chute de la croissance qu'on a connue en 2020, qui était énorme, les revenus ont été maintenus. Ça, c'est la première chose. Et sur le plus long terme, les statistiques nous montrent que le pouvoir d'achat est également préservé. Pour autant, la perception des gens est celle d'une dégradation de leur pouvoir d'achat. Ils sont 66% à le dire. Donc je crois qu'il faut approfondir et creuser un peu plus pour essayer de comprendre pourquoi la population a l'impression de s'appauvrir, alors que c'est certainement un peu plus complexe. Donc, l'émission, évidemment, vous l'aurez compris, ne traite pas sur les 34% d'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'essence, qui sont des sujets inflammables, sans faire de vilain jeu de mots, mais sur le salaire. Mais les deux sont intimement liés. Quels sont les dispositifs aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même encore 10 millions de personnes, c'est quand même pas rien, qui bénéficient là d'un versement, d'un intéressement ou d'une participation. Ça veut dire que le boulot des ambassadeurs, c'est votre mission, a fait avancer le sujet, parce que la France était un petit peu à la traîne sur cette question, les entreprises hésitaient, c'était compliqué, elles ne le mettaient pas en place. 10 millions de salariés, c'est pas rien. Et pourtant, on a une catégorie de Français, de plus en plus nombreux, qui disent on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un sentiment de, comme on le disait pour l'insécurité, de baisse de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'on est dans une réalité? D'abord, si on regarde les choses dans la durée, parce qu'il faut se méfier toujours effectivement du prisme déformant de l'actualité immédiate, et aujourd'hui on parle beaucoup évidemment d'inflation, et c'est vrai qu'il y a un petit regain d'inflation. Enfin, pas énorme, mais à deux... Il y a un an, on se plaignait qu'on n'avait pas suffisamment d'inflation et que la Banque Centrale Européenne n'atteignait jamais ses objectifs. Pourquoi je dis il faut se projeter dans la durée? Parce que structurellement, depuis une quinzaine d'années, il y a une déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés. Et ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que le débat ne se situe pas uniquement par rapport à l'inflation, il se situe aussi par rapport à l'équilibre capital-travail. Alors c'est vrai, globalement en France, ce déséquilibre est peut-être moins fort que dans certains pays depuis une quinzaine d'années. Mais néanmoins, il est là, et il faut donc réfléchir à ce que veut dire demain la question de l'association des salariés aux résultats. Et c'est vrai que les outils d'intéressement et de participation tombent très bien, parce que c'est vrai que c'est un complément utile à la rémunération principale aujourd'hui que peuvent toucher les salariés. Thibault Langsat évoque, lui, un dividende salarié. C'est un magnifique oxymore. Non, mais c'est très intéressant. C'est
un de vos ambassadeurs, un de vos collègues ambassadeurs. C'est intéressant d'associer ce mot dividende aux salariés. Enfin, vous allez me dire, Myriam, non, restons d'abord sur les dispositifs existants avant d'inventer des concepts qui n'existent pas encore juridiquement. Vous dites, ce qu'on a sur la table juridiquement est suffisant pour éteindre l'incendie, parce qu'on a quand même le sentiment que les Français, d'abord, parlent très peu de participation et d'intéressement. Ils en parlent peu. D'abord, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas concernés directement. Et puis, ils attendent très concrètement une augmentation sonnante et trébuchante. Alors moi, je dirais premièrement que assimiler dans un même mot dividende et salaire, il faut faire très attention sur le risque social des salariés, et fiscal. Néanmoins, vous avez quand même un dispositif de partage de la prime de cession de certaines entreprises, notamment dans certaines opérations à très forte valeur ajoutée, qui peut être intéressant. Vous avez la possibilité dans le plan d'épargne entreprise pour les salariés, à condition qu'ils en soient bien informés, et c'est peut-être là où il y a un problème, de mettre les dispositifs de compte épargne-temps. Et on sait que les salariés ont énormément travaillé également pendant la période de confinement. Et vous avez aussi la participation. C'est cela d'ailleurs qui grince des dents aussi. Un abondement amélioré de la part de l'employeur. Ces dispositifs existent. Malheureusement, ils sont peu usités. Et on doit que dans les grands groupes, promouvoir. on est d'accord. Parce qu'on va parler des PME, vous traitez des PME. C'est les grands groupes qui ont des très beaux dispositifs. Pour tous ceux qui sont passés dans un grand groupe, très rapidement, la RH vous propose l'intéressement, la participation, d'abonder sur un compte épargne retraite. Bref, il y a multiples dispositifs qui sont d'ailleurs très intéressants. C'est pas vrai pour les petites boîtes. Non, et pourtant vous avez aussi l'action de préférence qui, dans une PME qui performe bien, peut être intéressante. Je vous donne la parole, François Perret, parce que là on touche au domaine de pacte PME. Là c'est vraiment l'enjeu clé. Mais Rodolphe Delacroix, concrètement, les dispositifs sont suffisants pour éteindre l'incendie. Je repose la même question. Ou est-ce qu'il faut être un peu plus ambitieux? Vous savez, je fais référence à l'échange qu'il y a eu entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF au moment de la REF à l'hippodrome de Longchamp, et les deux se sont regardés et l'un disait à l'autre, écoutez, il faut maintenant augmenter les salaires. Le ministre et puis le président du MEDEF disant, mais c'est pas à un ministre de me dire ce que je dois faire et dire au patron ce qu'il doit faire. Ma question, vous la sentez, c'est est-ce que c'est les pouvoirs publics, l'État qui doit aussi réguler les salaires, ou est-ce que l'entreprise est maître à bord et décide si oui ou non elle augmente, au risque de créer des tensions sociales? Évidemment, c'est la responsabilité de l'entreprise dans la négociation collective, les NAO, de définir les politiques salariales. En France, on a une caractéristique que nous envient les étrangers, c'est l'épargne salariale. C'est un dispositif fiscalement et socialement très avantageux, et c'est un dispositif qui est ancien, puisqu'il remonte à 1967. Si on prend la moyenne de participation, d'intéressement et d'abondement qui est versée dans les sociétés du SBF 120, ça représente 5 500 €. Donc 3 fois le salaire médian. Donc c'est quand même très conséquent. Le problème pour moi, et vous l'avez indiqué, c'est que ça ne percole pas suffisamment assez encore vers les petites entreprises. Ça, c'est une difficulté qu'on entend depuis des années, malgré la loi Pacte et le travail des ambassadeurs de l'épargne salariale. Ça reste quand même assez complexe pour les très petites entreprises de 50, 100, 200 personnes, de mettre en place ces dispositifs, de trouver un teneur de compte, un gérant pour l'épargne, les fonds, etc. Donc là, on a, malgré les efforts qui sont entamés, on a toujours ces difficultés. Après, on a une difficulté qui est symbolique. Pour les gens, le salaire, ça reste le salaire. Le salaire, c'est ce qui contribue pour la retraite. Exactement. Le salaire, c'est quand on prend un crédit, c'est quand même ça qu'on met en avant. L'épargne salariale, c'est très intéressant quand on est cadre et qu'on a besoin de défiscaliser. C'est moins intéressant pour les petits salaires. Donc on a toujours, c'est ça qui explique la différence entre la perception et la réalité dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas opposer salaire et épargne salariale. Je comprends tout à fait que beaucoup de salariés fassent un arbitrage en faveur du salaire, même si fiscalement c'est moins intéressant. Pour les primes d'intéressement, de participation, ça se comprend tout à fait. Pour autant, il faut continuer le travail de pédagogie, expliquer que dans les entreprises, vous avez la chance d'avoir de la participation, de l'intéressement, un compte épargne-temps, un plan d'épargne. C'est une entreprise beaucoup plus attractive. C'est une entreprise où il fait bon vivre. Et c'est par ce biais-là qu'on convaincra peut-être davantage de chefs d'entreprise de se mettre à l'épargne salariale. Et enfin, dernier mot, il y a aussi l'actionnariat salarié.
Pour rebondir sur ce qu'avait dit votre premier intervenant, c'est vrai que la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé, même depuis le début des années 80. Et je crois que les contraintes sur les salaires, elles sont ce qu'elles sont. Donc, si on veut augmenter les revenus des gens, pour moi, la seule solution, c'est de leur permettre de toucher des dividendes. Et pour toucher des dividendes, il faut les rendre salariés actionnaires. Rodolphe, je vais vous laisser répondre à votre téléphone. Non, c'est une boutade, mais vous avez eu un petit appel téléphonique pendant ce temps. François Perret, 17% seulement des salariés dans les PME de 10 à 49 salariés, c'est des chiffres de 2018, ça s'est peut-être amélioré, ont accès à un dispositif dans les entreprises. Donc seulement 17% et 86%, on voit la différence, dans les entreprises plus grandes à partir de 100 salariés. On voit que dans les PME, ça ne marche pas et on voit que les salariés qui protestent le plus, ce sont, et d'ailleurs là où il y a des pénuries d'emplois, si je peux me permettre de rajouter ce lien assez fort, là où il y a un énorme stock d'emplois à pourvoir, restauration, transport, logistique, des métiers et aide à la personne, qui sont des secteurs où on est mal payé. Et aujourd'hui, les salariés disent « j'y vais pas ». Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les groupes disent « on ne trouve pas ». Est-ce que sur ces secteurs en particulier, je veux faire un focus parce qu'on parle des cadres, il y a l'épargne salariale qui sont des outils formidables. Mais pour ces secteurs, est-ce qu'il faut inventer des dispositifs permettant justement une forme de marque employeur pour motiver les salariés à venir ? Parce qu'objectivement, pour un SMIC, les gens qui bossent dans les EHPAD, c'est invivable. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Alors d'abord, il y a quand même plusieurs précautions à prendre si on veut vraiment développer effectivement l'épargne salariale dans notre pays et ensuite le faire de façon sectorisée. La première, c'est en effet quand même de rappeler qu'en aucun cas, l'épargne salariale, ça doit être regardé comme un substitut au salaire. C'est un complément de rémunération. Il faut faire attention parce qu'on est attendu au tournant par rapport à un certain nombre d'organisations évoqué Rodolphe, voilà, qui pourraient nous reprocher de vouloir développer l'épargne salariale au détriment des salaires. Donc ça, c'est un premier risque qu'il faut vraiment surveiller. Donc si on ne retire pas le fait qu'on puisse aussi augmenter les salaires en même temps. Alors, non, mais oui, pour qu'on soit clair. Il faut augmenter les salaires en même temps, mais il faut savoir que le sujet, c'est le rapport et l'évolution entre les salaires d'un côté et la productivité de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les salaires augmentent plus vite que la productivité. Eh oui. Voilà. Donc sinon, on se met en danger en termes de compétitivité et toute la dynamique de reconquête industrielle, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin pour la favoriser. Qui est un autre objectif de la France. Ce qui est un autre objectif de la France. Et donc, il faut absolument atteindre, évidemment, cet objectif et se repositionner dans la compétition internationale. En ce qui concerne l'épargne salariale, c'est important de retenir qu'effectivement, les gens se représentent beaucoup l'affaire comme étant le monopole des grands groupes. Vous l'avez dit vous-même pour commencer. Alors, c'est pas faux statistiquement parce que vous avez 90% des entreprises de plus de 1000 salariés qui sont équipées. Et puis, vous avez en revanche un déficit dans les entreprises de moins de 250 et a fortiori dans les entreprises de moins de 50. Mais il y a un décalage là aussi entre la perception et la réalité. Et ce décalage, il vient d'un manque de pédagogie sur les mesures. Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Connaissance. Depuis la loi Pacte, il y a eu beaucoup de simplification. Il y a eu beaucoup de sécurisation des accords, mais qui le sait ? C'est-à-dire que tout le monde a compris, j'espère, qu'il y avait eu une défiscalisation, une désocialisation à la faveur de la loi de financement de la Sécu de 2019, mais qui sait qu'effectivement, on a pris des mesures de sécurisation des accords. Par exemple, on sait que pour un employeur qui va déposer un accord, au bout de 6 mois, celui-ci est considéré comme accepté par les autorités administratives s'il n'a pas fait l'objet de contestations formelles de la part des représentants. Exactement, et notamment de l'URSSAF qui, cette fois-ci, dispose du monopole du contrôle de fond des accords. L'aboutissement concret de cette mesure qui permet de faciliter, d'aller plus vite, c'est quoi ? On met en place plus rapidement l'accord et les salariés sont servis. Et en cas également de plus en plus, à défaut, je dirais, d'un accord obtenu auprès des représentants des salariés, dans un certain nombre d'entreprises de petite taille, on peut faire ce qu'on appelle la DUE, la décision unilatérale de l'employeur, qui permet effectivement au chef d'entreprise de dire écoutez, de toute façon, l'épargne salariale, ça va dans le bon sens, donc je propose de mettre ça sur la table pour rajouter au partage de la valeur. Juste vos clients, sans déflorer évidemment les secrets des échanges que vous avez avec eux, mais on a quand même des chefs d'entreprise de taille intermédiaire, pas forcément des petites PME, qui vous disent moi je ne peux pas augmenter le salaire. C'est ce que disent les restaurateurs. Le niveau de charge est tellement élevé que si je dépasse 9%, moi j'ai plus aucune valeur, je dégage plus rien sur mon restaurant ou sur ma chaîne hôtelière. C'est quand même une question qui est posée, ça aussi, et qui est une question éminemment politique. Le salaire est lié évidemment aux cotisations qui sont attachées à cela. Est-ce qu'il pose cette problématique-là, ou est-ce que ce sujet n'est plus jamais évoqué comme un fait, comme une évidence, comme une sorte de fatalité à laquelle tout le monde se plie ? Alors moi, j'aurais tendance à dire que concernant les statuts un peu particuliers, ces professions
difficile, secteur... c'est la branche qui pourrait promouvoir les dispositifs dans le cadre des accords collectifs de branche, qui pourrait poser un curseur de bonnes pratiques, au même titre qu'elle le fait pour les salaires minimums. Ça permettrait d'amorcer un mouvement qui pourrait être finalement favorable pour ces statuts particuliers. Non, mais vous évoquez la restauration, parce que la branche en restauration est sollicitée. Les branches ne jouent pas toujours le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que la loi Pacte prévoyait qu'au 31 décembre 2020, toutes les branches professionnelles devaient négocier sur ce sujet de l'épargne salariale. On a dû même reporter en fait le sujet au 31 décembre 2021. Mais pourquoi ça bloque ? Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi ça bloque ? Parce que c'est vrai qu'en pleine crise du Covid, on ne peut pas considérer que ce soit le dossier qu'il faut mettre au-dessus de la table. C'est vrai que le Covid a dérégulé ça. Et peut-être aussi qu'on a perdu, me semble-t-il, une opportunité qui était d'introduire dans la négociation sociale des clauses de retour à bonne fortune. On voit bien que la reprise de croissance est beaucoup plus rapide et forte que ce qu'on avait imaginé. Évidemment. Et là, je crois qu'on a raté le coche, c'est-à-dire que, rappelez-vous, 2017... Ce qui risque de créer des tensions, François Perret, si je me permets. Parce qu'il y a de la richesse et les salariés disent maintenant il faut partager cette richesse. J'ai une proposition qui m'est personnelle, qui n'engage personne d'autre que moi. Vous vous souvenez des ordonnances travail de 2017 qui avaient créé un outil qui est trop peu connu, qui s'appelle les accords de performance collectif. Exact. Les accords de performance collectif, aujourd'hui, jouent principalement dans un sens, qui est de demander aux salariés de se serrer la ceinture lorsque la croissance se réduit. Eh bien, moi, je propose que dans le cadre des accords de performance collective, on prévoit également des clauses de retour à bonne fortune pour que, lorsque ça va mieux, on introduise également plus de partage de la valeur. Et ça, c'est vraiment un outil... Parce que c'est ça le fond du débat, c'est partager la valeur d'une entreprise, parce que l'apocalypse annoncée de septembre n'a pas eu lieu. On est dans une reprise économique très forte, les entreprises, les carnets sont pleins, et paradoxalement, on sent une sorte de tension sociale très forte et très dure. Parce que quand ça ne va pas, il faut être solidaire, mais quand ça va bien, il faut aussi être solidaire dans la redistribution. Rodolphe Delacroix, on descend petit à petit au-delà des dispositifs juridiques, de la manière dont on peut les faire rentrer dans l'entreprise, les faire accepter. Il y a ce débat quand même, d'un point de vue très, j'allais dire, marxiste, je mets des guillemets, mais qui est le partage de la richesse. C'est-à-dire que comment une entreprise peut-elle partager sa richesse et créer de l'engagement ? Je vous fais sourire, évidemment, puisque j'ai mis des guillemets à Karl Marx, mais c'est ce débat-là, en fait, qui est posé. Le débat de la participation, il remonte à 1967. Exactement. Donc c'est pas nouveau. L'idée de partager la valeur créée entre les salariés et les actionnaires, c'était la grande idée du général de Gaulle. Et fort heureusement, on n'en est jamais sorti. Et c'est quand même grâce à cette philosophie-là que les crispations salariales n'ont pas dégénéré. Donc je crois qu'on peut se réjouir en France d'avoir des mécanismes obligatoires ou de l'ingénierie sociale très sophistiquée, une industrie bancaire qui joue le jeu et donc qui permet finalement, comme je le disais tout à l'heure, des salariés d'avoir 1 ou 2 mois, voire 3 parfois, en épargne salariale. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est que c'est une rémunération différée et que les besoins sont immédiats compte tenu des questions de pouvoir d'achat. Mais la question du partage de la valeur, elle se joue aussi par l'actionnariat salarié. Je pense que l'actionnariat salarié, c'est la meilleure façon d'engager les collaborateurs dans un projet d'entreprise. Oui. Parce qu'en achetant des actions de leur entreprise, ils achètent les valeurs au-delà des valeurs économiques, mais les valeurs philosophiques presque de cette entreprise. Et ça les oblige à s'intéresser à la vie économique, aux résultats, aux challenges de leur marché, de leur entreprise, et donc d'être beaucoup plus impliqués dans la marche quotidienne de leur entreprise. Alors l'actionnariat salarié, ça marche très bien dans le SBS 120, c'est quasiment maintenant généralisé. Mais c'est pas mais toutes quand les on entreprises. arrive de côté, c'est plus compliqué à cause de la question de la liquidité, c'est plus compliqué à convaincre des entreprises familiales de partager une partie du capital avec les salariés. Et je pense que ça, c'est un combat qui maintenant me semble essentiel, c'est la généralisation de l'actionnariat salarié dans le non-coté. Je pense à Xavier Bertrand qui a relancé la participation, l'intéressement en disant qu'il allait le généraliser. C'est une des propositions. Jean-Luc Mélenchon lui a évoqué l'idée de taxer l'entreprise, qui d'ailleurs m'amène à cette question, mais vous vouliez intervenir peut-être avant, nous éclairer sur un point, je crois que vous vouliez prendre la parole, mais non, Myriam ? Vous avez perdu votre idée ? Non, pas du tout. C'était pour rebondir sur la notion d'actionnariat salarié dans les PME. En pratique, nous, on y a souvent recours. C'est un dispositif qui marche très bien, qui est aujourd'hui généralisé sur la base des actions gratuites, beaucoup moins des stock options et des BSA, mais
c'est un dispositif qui est très efficace. Pour l'engagement, c'est assez et fort. qui crée une vraie fidélisation des salariés qui se sentent impliqués dans la croissance de l'entreprise. Juste ça, c'est une question un peu en hauteur pour terminer le débat. Il y a une crispation sur les salaires. Il y a des dispositifs qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Ils existent, il faut les pérenniser, les généraliser. Mais il y a un autre débat intéressant qui est posé au chef d'entreprise, c'est qu'il est obligé d'augmenter les salaires de ses salariés pour amortir le choc des augmentations de tout, dont il n'est pas responsable. Enfin, je veux dire, je suis chef d'entreprise, je dis à mes salariés, écoutez, le gaz, c'est pas moi, l'électricité, c'est pas moi, l'essence, c'est pas moi. C'est quand même compliqué. Il est un peu pris au piège, voire même en otage, la chef d'entreprise. On lui dit, monsieur, il faut bien sûr partager les fruits de la croissance et de la richesse, mais il n'est pas responsable des augmentations je dirais, à l'extérieur de son entreprise. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue, en effet, les fondamentaux de ce qu'on est en train de se dire dans ce débat. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire un nouveau modèle d'entreprise. Un modèle d'entreprise plus vertueux, plus collaboratif. Alors, vous savez que je porte, moi, cet effort avec Pacte PME pour essayer de faire travailler ensemble les grands groupes et les PME, mais un effort plus collaboratif en interne, que ce soit l'actionnariat salarié, que ce soit l'épargne salariale. De quoi parle-t-on ? On parle d'associer les salariés aux résultats, au capital et à la prise de décision. C'est-à-dire que ceux qui contribuent au résultat net de l'entreprise soient aussi bénéficiaires d'une partie de ce résultat net. Donc je trouve qu'on reboucle la boucle très très bien avec les sujets finalement de RSE, d'impact, d'entreprise à mission, de raison d'être. Et je trouve que là, on trouve enfin un élément de réponse tangible à ce qu'on pourrait appeler la crise du capitalisme. C'est bien un capitalisme 3.0 qu'on est en train d'écrire. J'évoquais Karl Marx, on a basculé vers autre chose, un nouveau capitalisme, plus vertueux, plus humain. En s'assurant qu'il ne touche pas seulement les grands groupes et les ETI, mais également les PME. Et pour ça, il faut se mettre à leur place. Juste avant de nous quitter, quand même, quand on expertise le débat de la restauration qui est très grand public, on va tous prendre un café, on a tous vu un restaurateur qui vous dit « je ne recrute pas de personnel » et quand on lui demande combien vous le payez, très souvent il vous dit « mais je suis largement au-dessus du barème moyen, je lui donne de l'argent ». Et pourtant, ils ne viennent pas. Juste pour contrecarrer l'argument que le salaire n'est pas toujours un élément de motivation. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? C'est-à-dire qu'il y a une revendication sur la hausse des salaires, mais ça ne règle pas le problème de la pénurie de certains secteurs. D'abord, il y a un problème de compétences en fait, qui touche un certain nombre de filières aujourd'hui industrielles et de l'économie française. Clairement. Alors justement, dans ce contexte-là, on peut penser que l'épargne salariale, c'est en tout cas un excellent outil de différenciation. Si vous recherchez de bonnes raisons d'attirer de nouveaux collaborateurs... Les marques employeurs, c'est efficace. C'est très important en termes d'attractivité et de fidélisation des talents. Et Dieu sait que dans le cadre de la compétition internationale dans laquelle on est, où il faut attirer les nouveaux talents, eh bien, le fait de disposer d'un accord d'épargne salariale, c'est quelque chose de très, très fort. Et je m'autorise à le dire, pas uniquement chez les cadres du tertiaire, mais aussi dans l'industrie, parce qu'il y a beaucoup de besoin de soudeurs, d'électromécaniciens, enfin des gens qui sont très utiles à l'entreprise et que si on ne les attire pas avec ça, ils vont ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas que les cadres. Hein. Oui, absolument. Ça va toucher tout le monde. Et c'est d'ailleurs par la réindustrialisation qu'on pourra, si j'ose dire, augmenter les salaires, parce que c'est là que les gains de productivité sont les plus élevés. Si on continue à, non pas à s'enfermer, mais en tout cas à évoluer vers une entreprise, une économie beaucoup plus tertiarisée, les gains de productivité vont continuer à se réduire et les salaires n'augmenteront pas au rythme où on le souhaite. Ceci étant, les prix sont tellement hauts en ce moment que c'est peut-être le moment de relancer l'industrie en France. On va finir par être compétitif. Là, dans ce contexte. On fait quand même beaucoup d'efforts. La baisse des impôts de production, c'est quand même pas rien, mais il faut poursuivre la trajectoire. La baisse de l'imposition sur les sociétés depuis 2017, c'est également une trajectoire ferme. Oui, et puis, bien sûr, de l'autre côté, on s'apprête quand même à vivre, pour ne pas dire qu'on vit une crise des finances publiques. Donc il va falloir trouver, je crois qu'on peut le dire, donc il va falloir, lors du quinquennat prochain, effectivement faire preuve d'imagination pour concilier l'orthodoxie des finances publiques et puis le soutien à la compétitivité. Et on n'a pas le temps d'évoquer évidemment la fonction publique, qui est une autre catégorie, avec des cadres de catégorie A, des ingénieurs, qui eux aussi n'ont pas vu leurs augmentations progresser depuis 7 ans, et qui eux aussi revendiquent l'idée qu'ils progressent au niveau du salaire. Le fameux point d'indice. Le fameux point d'indice gelé. Voilà, et également la question du lien entre ces points d'indice et la performance des collaborateurs, ce qui est toujours un sujet difficile dans la fonction publique dont je viens, donc je sais un petit peu de quoi je parle. C'est pour ça que j'évoquais cette question et qui est un vrai sujet de revendication aussi de crise sociale.
Myriam de Gaudusson, merci d'être venue sur le plateau. Vous avez vu, le temps est passé à une vitesse folle, ce qui est plutôt très bon signe. Vous êtes avocate en droit social. Rappelez-moi le nom de votre cabinet. Franklin. Ben voilà, je ne l'avais pas cité au début de l'émission. Merci d'être venu. Merci à Rodolphe Delacroix qui est avec nous et qui sourit, directeur conseil au sein du cabinet RH Alixio, malaise dans les rémunérations. Je ne sais pas si ce livre est encore disponible, mais la couverture... Absolument, la couverture est belle avec des petits cochons roses. Et puis je remercie François Perret d'être venu, DG de Pacte PME, mais aussi ambassadeur à l'intéressement, à la participation avec deux autres collègues, Thibault Langsad et Carole Couvert. Merci. Et puis votre livre, dont je ne retrouve plus l'affiche, mais qui est un livre passionnant, pour en finir avec la stagnation économique française. C'était sorti chez l'Harmattan en 2017, si je ne m'abuse. Merci à vous trois. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, dans un sujet un peu différent. On ne va pas s'intéresser au pouvoir d'achat, on va s'intéresser au théâtre. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le travail? Il y en a un. Ce sont des alternants qui mettent en scène leur vie d'alternant sur scène au théâtre, et on accueille le metteur en scène. On va en parler avec lui, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on va faire du théâtre. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais il y en a un, puisqu'on parle beaucoup des alternants sur ce plateau, notamment avec Un jeune, une solution. Justement, ce sont des alternants qui, sur scène, racontent leur expérience, leur vie, leur histoire. Tout ça est très organisé, très cadré, et on en parle avec Olivier Motte. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur associé des alternateurs, oui. Et vous êtes l'inventeur, le fondateur d'Apprenti Scène. Oui. Avant de mettre des mots, on va mettre des images. Parce que c'est intéressant de voir concrètement à la fois ces jeunes qui montent sur scène. C'est quand même pas rien dans la vie d'une jeune fille ou d'un jeune homme. Et puis, on va voir dans ce court extrait tous ceux qui vous ont accompagné, tous ces comédiens de premier plan, qui vous soutiennent et qui croient à l'initiative. On regarde ces images et on en parle juste après. Comment ça a commencé? Je sais plus. J'ai eu peur. Je pense que le théâtre, c'est de toute façon un apprentissage qui te sert dans tous les domaines. Au moment où on lâche le premier mot, bam, ça déroule. Là, on se libère. Avant, j'aurais jamais osé être au théâtre comme ça. C'est le fruit de dur labeur, mais au final, c'était satisfaisant, mais de ouf. En fin de compte, ils ont trouvé leur liberté sur le plateau. Et ça, pour moi, c'est un cadeau magnifique. Il n'est pas connu, mais... Retour en plateau avec Olivier Motte. J'adore ce petit clip qui est très court, mais l'énergie qui se dégage de ces gamins qui disent « mais waouh, c'était extraordinaire ». Comment vous est venue cette idée de donner vie à des expériences qui, comme ça, d'apparence, paraissent banales? On est alternant, on va dans un CFA, on va chez un patron, bon... Vous êtes dit, tiens, je vais donner la parole à ces jeunes pour qu'ils nous racontent ce qui se passe en eux, à l'intérieur d'eux? C'est né d'une... J'intervenais, moi, dans des CFA, il y a longtemps. La problématique, c'était de donner confiance aux jeunes. Oui. Donner confiance aux jeunes, limiter le stress en entreprise, et puis surtout, leur apprendre les bons comportements en entreprise, pour éviter les ruptures de contrat. Ça, c'était terrible, les ruptures de contrat. C'est le jeune, il rentre en entreprise et puis il en sort tout de suite parce qu'il n'a pas les bons codes. Ça ne va pas. Et donc, on a voulu inventer un nouveau format de formation. Et puis, on s'est dit... Oui, c'est pas du coaching où on apprend à parler, là, c'est vraiment la scène qui les pousse, quoi. Voilà, il y a rien de mieux que le théâtre. Le théâtre est un véritable outil qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle, nous, le théâtre comportemental. C'est-à-dire qu'on leur propose de faire une scénette publicitaire théâtrale. J'insiste sur publicitaire théâtrale parce que c'est ça la nouveauté, c'est ça le concept, en fait. C'est qu'on leur demande de vendre leur métier. Et c'est ça qui est nouveau. On ne fait pas que du théâtre, ils vont vendre leur métier. Donc ils vont s'approprier tout le vocabulaire de leur métier et surtout ils vont être les porte-parole de leur métier. Ça, c'est important. Et puis, il y a quand même ce phénomène pour la première fois, pour beaucoup, j'imagine, de leur vie, se retrouvent devant un micro, devant une scène, comme une vedette. On a vu Philippe Carrois tout à l'heure qui s'exprimait, qui est très connu. Ça leur donne à la fois confiance, mais ça leur donne des ailes. Là, on voit qu'ils sortent de scène. Oui, il y a tous les jeunes qui sortent de scène, ils nous disent qu'il y a un avant, un après. Il y a avant ça les transforme. La scène
et après. Et c'est partie intégrante. En fait, on aurait pu se dire, bon, ben, on fabrique des scénettes avec eux. C'est des petites scénettes, hein. C'est du zapping, hein. C'est 3 minutes, c'est 4 minutes. On veut que ce soit digeste, en fait. Hein. Et on pas trop dur pour eux, par ailleurs. Non, c'est pas dur, mais ils font... enfin, on co-écrit et on co-réalise avec eux, hein, tout ça. Et on aurait pu faire ça dans un gymnase, dans un endroit un petit peu désert, etc., entre nous, on va dire. Là, il y a le théâtre Marigny, quand même, du 18 au 25 novembre, quand même, qui est un magnifique c'est costaud. Donc, être sur la scène du théâtre Marigny, il y a quand même des petites... Vous êtes metteur en scène, par ailleurs, je crois. Hein. Oui. Petites angoisses, quand même, avant de... Mais c'est génial. Ça sert à ça. C'est-à-dire qu'on veut provoquer l'angoisse pour leur faire dire, regardez, vous avez été capable de ça. Vous avez été capable de parler devant 400 personnes. Vous avez été capable de résister à l'ouverture du rideau devant une salle pleine. Alors, c'est 400 personnes, mais c'est beaucoup plus, puisque plus on va vers la finale, plus la salle est remplie. On arrive à 800 personnes. Et quand on était à Cardin, on était salle comble. Évidemment, on va parler de la finale, l'idée de la compétition, c'est-à-dire que c'est une forme de concours d'éloquence avec des... C'est très intéressant. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même quelqu'un qui va gagner, où il y aura des lauréats, mais... Quand ils arrivent ensuite devant un patron ou un recruteur, une fois qu'ils ont gardé en tête cette expérience de Marigny ou d'autres théâtres, tout ça doit leur paraître assez facile finalement. C'est ça aussi l'objectif. Alors ça, il reste quand même une angoisse quand on est devant un recruteur, devant un... Oui, mais elle n'a pas été un petit peu comme ça nettoyée, cette angoisse elle a été gommée. Elle a été gommée parce que on leur dit aussi quand ils ont terminé leur épreuve d'apprenti-scène, on leur dit voyez, vous êtes capable. En fait, on verbalise, on leur dit, vous avez été capable de faire ça. Donc vous êtes capable de quelque chose de bien moins stressant qu'est l'entretien. Oui, il y a un petit côté thérapeutique quand vous le verbalisez. Vous leur dites, t'as vu ce que tu viens de faire ? Oui. Bon, bah écoute. Bon, c'est la méthode Coué, mais ça marche. En fait, ça marche. Théâtre Marigny, donc du 18 au 25 novembre. Il y aura 500 apprentis, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Venus de toute la France. Venus de toute la France. Donc ils prennent leur train, leur voiture, les parents sont là. Et puis ils montent sur scène pour 3-4 minutes. Ils ont écrit ce texte, il a été préparé, il a été mis en scène en quelque sorte. Oui. Et puis ensuite il est joué. Oui. Il y a un jury. Oui. Il y a un jury de professionnels, un jury aussi de célébrités qui nous suivent. Chaque année, on a des parrains différents qui viennent nous appuyer. Alors, parmi les métiers qu'ils valorisent, il y a tous les métiers des CFA, des métiers techniques. Mais pas seulement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient partis, je ne sais pas moi, dans la maçonnerie ou la poissonnerie, et qui vous disent, mais en fait, grâce à vous, Philippe, j'ai trouvé ma voie, je vais être comédien. Alors, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le but, ça n'a jamais été le but. Effectivement, il y en a 2 ou 3 évidemment qui ont glissé et qui ont fait du one-man show, mais c'est pas l'objectif. Vous voyez, sur les 10 000 jeunes qu'on a vus en 20 ans, il y en a 2 ou 3 qui ont choisi le théâtre. Mais en tout cas, il y a une bonne partie qui veulent faire du théâtre en dehors de l'école et en dehors du boulot. Ouais, vous transmettez une forme de plaisir et de vocation, mais ils gardent leur métier. Et vous avez un suivi derrière, parce qu'une fois que les lauréats ont reçu leur prix, certains ont perdu, évidemment, ils rentrent chez eux. Après, vous avez le retour de ceux qui ont basculé dans l'entreprise et qui vous disent, franchement, l'expérience théâtre m'a été d'une utilité absolue. On n'a pratiquement pas besoin, parce qu'en fait, le retour, il se fait de lui-même. Je ne veux pas dire qu'on a une alumni, mais les gens, ils reviennent vers nous en disant, ça a été fabuleux, fantastique. Ils nous disent même pas, on a perdu, on a dit, on a vécu un moment extraordinaire. Ça, c'est tout de suite gommé. Parce qu'ils savent que c'est le côté compétition, c'est un peu une farce. Enfin, c'est un peu une farce, mais c'est surtout l'attention. Et ça crée des liens entre tous les apprentis. De toute la France. Et c'est là où on s'aperçoit que les apprentis sont une véritable corporation. Absolument. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Olivier Motte. 18 au 25 novembre 2021. Je ne sais pas si les places sont encore libres, ouvertes, parce que... C'est ouvert. C'est ouvert. Donc allez jeter un œil. C'est sûrement des moments très forts. Apprentiscène.fr. Théâtre Marigny, c'est quand même l'occasion d'aller aussi dans un très beau théâtre. Écoutez ces jeunes de 16 à 28 ans, c'est ça. Merci Olivier Motte d'être venu avec vos images et votre énergie. Merci à vous d'avoir suivi Smart Job. C'est un vrai plaisir évidemment de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel Poloum pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son et merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette belle aventure. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.